J'en ai compté 26. Non, 27. Attendez, est-ce que celui-là s'est envolé? Il y a plusieurs années, par une froide journée d'hiver, j'étais assise sur les marches en pierre du Musée américain d'histoire naturelle, comptant les pigeons comme si c'était la tâche la plus importante au monde. Moi, une femme adulte avec un master et un emploi dans une grande entreprise technologique. Mère d'une adorable petite fille. Une mère. Le mot me semblait encore étranger 6 mois après l'accouchement. Mère. Maman. Maman. On m'avait dit que cela semblerait naturel, que je m'y glisserais comme dans un sweat à capuche préféré usé et familier, que je tomberais amoureuse instantanément. Ils ont menti. Quelques semaines auparavant, je m'étais tenue sur le quai du métro en me demandant ce qu'il faudrait pour que quelqu'un saute. Pas moi. Pas exactement. Mais je me posais la question. Et cette interrogation ne semblait ni dramatique ni urgente. Elle semblait banale, comme choisir entre un café glacé ou chaud. C'est ce qui m'a terrifiée plus tard, alors que je regardais le pigeon numéro 28 se poser à côté des autres. Ce n'était pas d'avoir eu cette pensée, mais à quel point elle me paraissait ordinaire. Mes mains s'engourdissaient sous l'effet du froid, alors que je sortais une autre noix de cajou caramélisée de ma poche. Une de ces délicieuses noix enrobées de sucre que l'on achète aux vendeurs de rue de Manhattan. Je les avais achetées près du Rockefeller Center et j'avais serré le sachet en papier chaud dans ma paume tout au long de ma traversée de Central Park vers le musée, la chaleur s'estompant à chaque pas. Elles étaient froides maintenant, alors que j'étais assise sur les marches. J'aurais dû rentrer. Mon bébé était là, riant, commençant à ramper. Mon bébé. Une autre expression qui ne collait pas tout à fait. Comme porter les chaussures de quelqu'un d'autre. On l'avait extraite de moi des mois plus tôt. Césarienne d'urgence. Les néons de la salle d'opération me brûlaient les yeux. Je grelottais sur la table d'opération, comme si j'étais étendue dans un congélateur, tel un simple morceau de viande que l'on découpait. Elle est magnifique, ont-ils dit au milieu du cliquetis des instruments métalliques. Je frissonnais, attendant le choc. L'élan d'amour. La joie débordante. L'instinct maternel censé être encodé dans mon ADN. Une infirmière l'a posée sur ma poitrine. Si petite. 2,6 kg. Je l'ai tenue. J'ai souri à travers la morphine pour cette première photo, le regard vitreux. J'avais l'air heureuse. J'aurais dû être heureuse. Mais j'attendais toujours. Rien n'est venu. J'attendais toujours 6 mois plus tard. Mon mari me regardait disparaître. « Tu as besoin d'aide, disait-il. Parfois doucement, parfois désespérément. Parfois les larmes aux yeux. Je vais bien, répondais-je, la voix creuse. Je suis juste fatiguée. Juste en train de mourir de l'intérieur. Le Motherhood Center de New York. Même le nom me donnait envie de hurler. Motherhood. La maternité. Comme s'il s'agissait d'un club privé que j'avais désespérément voulu rejoindre. Bienvenue au Motherhood Center, imaginais-je une hôtesse dire. Puis-je voir votre carte de membre? Oh, il est écrit ici que vous n'êtes pas sûr d'aimer votre bébé. Je crains que vous ne deviez attendre dehors. Mais ce n'était pas un club privé. C'était un programme psychiatrique ambulatoire. 5 jours par semaine, 5 heures par jour. Pendant l'appel d'admission, je fixais les lèvres de la femme qui bougeait sur mon écran, convaincue que je la trompais. Après avoir répondu à ses questions, elle dirait à mon mari que j'allais bien. Au lieu de cela, elle lui a demandé si je pouvais commencer dès le lendemain. Tout ce dont je me souviens de ces 6 premiers mois, ce sont des fragments, des morceaux déchiquetés qui ne s'emboîtent pas. Fouillés dans les poubelles sur un trottoir pendant une vague de chaleur, sanglotant pour un héritage familial jeté par erreur. Appeler un agent immobilier à la Nouvelle-Orléans pour me renseigner sur des studios, juste pour moi, tandis que, ou à l'intérieur de ma tête, je hurlais. Ne voyez-vous pas que je m'effondre? Ne voyez-vous pas que je prévois d'abandonner mon bébé? Le moment où mon mari a fini par dire « Soit tu te fais aider, soit je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. » Sa voix se brisait. L'ultimatum flottait entre nous comme une troisième personne dans la pièce. 5 heures par jour dans des fauteuils inclinables disposés en cercle. Comme une sorte de soirée pyjama tordue à laquelle personne n'aurait voulu être invité. Toute l'installation ressemblait à un sanctuaire dédié à la dépression nerveuse, sinon à une invitation à celle-ci. À un environnement soigneusement construit où s'effondrer n'était pas seulement acceptable, mais attendu. Où l'éclairage tamisé, les machines à bruit blanc bourdonnant dans un coin, et les voix délibérément douces semblaient tout chuchoter. Allez-y, c'est ici. Effondrez-vous.
Les fauteuils inclinables étaient comme l'aveu qu'aucune d'entre nous ne pouvait rester debout sous le poids de ce que nous ressentions, sous le poids de la maternité. Je me suis assise dans ce cercle le premier jour, le corps rigide, la mâchoire si serrée que j'en avais mal aux dents. Ces femmes avaient besoin d'aide. Ces femmes étaient en difficulté. Pas moi. J'allais bien. Très bien. Je me suis précipitée vers la réception et j'ai dit « Je m'en vais. Je n'ai pas ma place ici. » La réceptionniste a simplement hoché la tête. La ville m'a englouti le lendemain. J'ai marché pendant des heures. Mon esprit était ailleurs. Je me suis arrêtée devant les vitrines des magasins sur la 5e avenue. J'ai pressé ma main contre le verre froid. J'ai regardé les gens prendre des photos près de l'Empire State Building, là où se trouvait mon bureau. Je me suis assise par terre à Herald Square jusqu'à ce qu'un policier me demande si j'allais bien. Très bien, ai-je dit. Toujours très bien. Puis les marches du musée. Et les pigeons. 29. Maintenant. Je suis retournée au Motherhood Center le lendemain. Pas parce que je le voulais, mais parce que compter les pigeons sur les marches d'un musée en hiver n'est pas ce que font les gens qui vont bien. Parce qu'il ne me restait plus rien, et que je m'étais retrouvée sur le sol de la salle de bain de mon appartement, parce que le carrelage froid était la seule chose que je pouvais ressentir. Toute ma vie, j'avais été capable, indépendante, celle qui gérait toujours tout. Et maintenant, je passais mes journées en thérapie pendant que ma magnifique petite fille était avec quelqu'un d'autre. Une colonie de vacances pour maman brisée. Ces fauteuils inclinables ressemblaient à des instruments de torture. Il m'a fallu une semaine pour dire « Je ne ressens rien quand je la regarde. Parfois. Ma fille. Rien. » Comme si je regardais le bébé d'une inconnue. Je fantasme sur l'idée de m'enfuir. Juste faire un petit sac et disparaître. Je me suis tenue sur le quai du métro en me demandant ce qu'il faudrait pour que quelqu'un saute. Je ne sais pas si je l'aime. Les mots sont restés suspendus dans l'air, alors que j'attendais le jugement. Les cris de stupeur. Au lieu de cela, j'ai eu droit à des hochements de tête et des regards complices. Le voyage n'a été ni linéaire ni net. Il y avait des jours où je me sentais presque normale, suivis de chutes si profondes que je craignais de m'être perdue pour toujours. La guérison consistait autant à trouver de la compassion pour moi-même ou à ressentir de l'amour pour ma fille. Pardonner à la femme qui ne vivait pas ce qu'elle était, censée vivre. Comprendre que l'amour n'est pas toujours un coup de foudre. Parfois, c'est une plante à croissance lente qui a besoin de soins. Mon corps a créé la vie. On l'a ouvert pour mettre cette vie au monde. Et absolument personne ne m'a préparé à ce qui allait suivre une fois que les messages de félicitations et les cadeaux cesseraient. Les cartes aux sentiments fleuris sur le bonheur maternel. Les grenouillères avec. Le petit amour de maman, imprimé sur la poitrine. Tous ces symboles marquant une occasion de joie à laquelle je n'avais pas accès. Aucune ne contenait l'amour qu'on m'avait promis. Aucune n'était accompagnée d'un mode d'emploi sur ce qu'il fallait faire quand. Après le départ des visiteurs et le ralentissement des messages, je me retrouvais seule avec une inconnue qui me ressemblait un peu, mais qui ne remuait rien dans mon cœur. Je voulais la maternité promise dans les publicités pour couches, avec une lumière douce et des sourires aimants. Celle où la fatigue reste belle et où les défis se résolvent en montage de 30 secondes. Au lieu de cela, j'ai eu des mois de cela. Brut. Cruel. Transformateur d'une manière que je n'avais jamais demandée. Je ne sais toujours pas exactement quand le brouillard a commencé à se dissiper. Mais je me souviens du premier matin où je me suis réveillée sans ressentir immédiatement de l'effroi ou l'envie de fuir. La première fois que j'ai entendu ma fille rire et que j'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. La première fois que quelqu'un m'a demandé comment se passe la maternité et que je n'ai pas affiché une fausse gaieté. Un autre bébé et d'innombrables séances de thérapie plus tard, j'ai encore des jours où je regarde mes enfants et ressens un détachement momentané. Qui sont ces petits humains et comment sont-ils sortis de moi? Comme n'importe quelle mère, je suis agacée par les cris incessants de maman. Je deviens impatiente, frustrée et épuisée. Mais je ressens aussi une joie véritable et un amour profond. Ces jours-ci, quand je passe devant le musée et que je vois ces pigeons sur les marches, je les compte parfois silencieusement pour me rappeler d'où je viens et tout le chemin parcouru. Et où je vais. Chez moi, pour être avec ma famille.